tous sur la chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel. Alors à la carte du ciel en ce mois de mai, nous parlerons, comme nous vous l'avions promis donc le mois dernier, de la comète Pan-STARRS et de la comète Atlas, qui passent toutes les deux à leur périhélie. Et nous passerons aussi en revue les essaims météoritiques du mois de mai. Nous ferons bien sûr le point sur l'activité solaire du mois d'avril pour ensuite passer à la visibilité des objets du ciel. Et enfin, nous vous présenterons 2 photos. Alors avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à Mathieu et à Pascal, tous les 2 astronomes amateurs dans le 49. Et pour commencer cette émission, nous commençons par les événements. Et donc le 4, nous avons la comète C2017 T2 Pan-STARRS qui est à son périhélie. Alors Mathieu, peux-tu nous donner quelques informations sur ce sujet? Voilà, donc c'est une comète qui a été découverte le 2 octobre 2017. À ce moment-là, elle avait une magnitude qui approchait les 20. Autant dire qu'elle était difficile à observer. Donc elle est passée au plus près de la Terre en décembre dernier, en s'approchant à 225 millions de kilomètres, ce qui n'est pas si près que ça finalement. Et elle doit passer au plus près du Soleil le 4 mai à environ 242 millions de kilomètres de l'astre du jour, tout en ne s'éloignant guère de la Terre, puisqu'elle sera à ce moment-là à 255 millions de kilomètres de nous. Alors depuis la mi-avril, elle traverse la constellation de la Girafe, qui est une région pauvre en repères évidents et en objets remarquables. À la mi-mai, elle sortira de la Girafe pour entrer dans la Grande Ourse. À noter qu'entre le 20 mai et la fin du mois de mai, elle passera près des galaxies M81 et M82, donc ce qui seront 2 cibles assez faciles à observer aux instruments dans le ciel, et donc on pourra partir de ces 2 astres, de ces 2 objets, pour se diriger vers Pan-STARRS. Sachant que son éclat apparent évolue lentement, il n'y a pas de précipitation à avoir pour la tenter. Le minimum obligatoire pour la chercher sera une bonne paire de jumelles, mais l'idéal pour l'identifier avec certitude, c'est d'avoir une lunette ou un petit télescope, genre 70-80 mm, ou un télescope de 114 mm. Voilà. Donc elle ne repassera sous la magnitude plus 10 qu'à la mi-août, et à partir de là, il vaudra mieux avoir un gros télescope pour en profiter au mieux. Ouais, c'est ça, exactement. Le 4, toujours, nous avons la conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil. Alors, quand on parle de conjonction supérieure, on dit que Mercure se trouve donc derrière le Soleil par rapport à la Terre. Elle sera donc inobservable. Tu peux le confirmer, Pascal? Absolument, une conjonction supérieure, effectivement, ça ne peut pas marcher puisqu'elle se trouve derrière le Soleil, comme tu l'as dit. C'est ça, exactement. Donc le 6, c'est le summum de l'essaim météoritique des états aquarides. Alors Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur cet essaim météoritique, notamment la vitesse, la période d'activité ou encore le taux horaire zénital moyen? Voilà, très bien. Donc effectivement, les états aquarides font partie des pluies périodiques d'étoiles filantes observables. En fait, cet essaim de météores est très rapide, soit 66 km/s ou 238 000 km/h, donc effectivement très rapide. Et elle est visible chaque année au printemps. Et d'ailleurs, elle est associée à la célèbre comète, la comète de Halley, qui par contre, elle n'est visible que tous les 76 ans. Et si vous l'avez raté la dernière fois, il faut juste attendre 41 ans et elle repassera dans notre voisinage. Alors, la période d'activité de ces états aquarides vont du 19 avril, donc on commençait depuis quelques jours, jusqu'au 28 mai, avec son pic, celui qui nous intéresse particulièrement en fait, c'est surtout à ce moment-là où on va l'observer, c'est le 6 mai, c'est un mercredi, avec un taux horaire zénital selon les sources, de 50 à 70. Alors peut-être qu'il serait utile de rappeler ce qu'est le taux horaire zénital. C'est tout simplement le nombre d'étoiles filantes par heure visibles
par un observateur dans des conditions idéales, c'est-à-dire un ciel noir avec un radian au zénith. Un radian au zénith, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement, le radian, c'est le point de la voûte céleste d'où semble provenir cet essaim d'étoiles filantes. Et d'ailleurs, si ce point est situé dans une constellation, eh bien, l'essaim porte le nom de cette constellation ou d'une étoile d'ailleurs de cette constellation. Et c'est le cas d'ailleurs des états aquarides. En effet, son radian est situé dans la constellation du Verseau et proche d'une de ces étoiles les plus brillantes appelée Eta Aquarii. Eta Aquarii, en fait, qui est une étoile sous-géante et donc plus brillante que les étoiles classiques ou les naines. Alors vous allez me dire où la chercher? Eh ben, en fait, ça dépend si vous avez du temps. Vous pouvez la chercher partout dans le ciel. Mais si on veut la trouver, le plus simple, c'est de repérer le grand carré de Pégase, facilement repérable, avec en fait ces 4 étoiles bien visibles. Et juste à côté de la constellation du Verseau, donc on est au-dessus de l'horizon sud-est. Au fait, en latin, Verseau se dit Aquarius. Et à ce moment-là, vous repérez l'étoile la plus brillante, donc Eta Aquarii, avec une magnitude de plus 4,04. Et bien là, en fait, vous êtes en plein dans le radian et le spectacle, à ce moment-là, peut commencer. Alors, la chance qu'on aura, c'est qu'elle sera en phase de nouvelle lune. Donc, l'observation, on sera donc en phase de nouvelle lune, donc l'observation sera beaucoup plus facile et normalement, on devrait la voir sans être perturbé. Il y a un hic quand même à cette observation, c'est l'heure. En fait, nous sommes à 3 heures du matin en temps universel. On rajoute 2 heures, donc ça veut dire à 5 heures du matin. Alors, il faudra se lever tôt si on veut, mais c'est toujours pareil. Plus les événements sont jolis, plus ça demande de sacrifices en fait pour le voir. En même temps, vu le confinement actuel, on peut se lever peut-être tôt. Voilà. Voilà, oui, exactement. Alors sinon, au mois de mai, nous avons d'autres essaims météoritiques. Alors je vais les citer. Le 8, c'est le max des états lyrides qui sera observable donc le 9 au matin et qui est sinon actif du 3 au 12 mai. Elle est associée à la comète C 1983 H1 Iras-Araki-Alcock. Il y aura 3 météores par heure environ et avec une vitesse de 44 km par seconde. Et c'est situé entre la Lyre et le Cygne. Sinon, le 24, c'est les camélopardalides de mai, donc associés à la comète 209P linéaire. Et on pourra s'attendre à 100 voire 400 météores par heure. Voilà, ce sera à voir. Ça, c'est vraiment dans les meilleures conditions. Donc, là, ça fait un petit moment que cet essaim-là n'a pas explosé, mais bon, après, ça dépend des années. Peut-être cette année. On continue avec le 22 mai, c'est le rapprochement entre Vénus et Mercure. Alors, est-ce qu'elle sera visible à l'œil nu et si oui, quand et où la chercher? Tout à fait. Donc il faut juste attendre que le soleil se couche, mais pas trop pour pas que la nuit ne tombe. Parce que là, les 2 astres vont se coucher aussi. Juste pour donner quelques horaires approximatifs à partir du moment desquels vous pouvez chercher donc, ces 2 astres, surtout Vénus, c'est elle qui servira de repère. En ce qui concerne donc Paris et Biarritz, donc vous pourrez donc vous poster en direction de l'horizon ouest-nord-ouest à partir de 21h30. Pour ce qui concerne Brest, eh bien, il s'agira de 22h. Et pour Strasbourg et Nice, on pourra déjà commencer à les repérer dès 21h. Voilà, donc toujours horizon ouest-nord-ouest. Faut-il encore que celui-ci soit dégagé là où vous êtes.
Alors, et en plus de ça, c'est assez bas, hein, donc Vénus servira quand même de repère évident parce que c'est elle qui brille le plus en ce moment, à tel point que même on peut la confondre avec un ovni. Attention, j'ai vu certaines vidéos qui présentaient une étoile comme ça qui était filmée et on disait oh, c'est un ovni, j'ai jamais vu ça. Non, non, attention. Hein. Vénus, elle est tellement brillante qu'elle éclate toutes les autres étoiles dans le ciel, mais vous inquiétez pas, elle bouge pas. Hein, donc par rapport aux autres étoiles, je veux dire. Hein. Donc c'est une planète du système solaire, la plus proche de nous, c'est Vénus. Et alors juste à côté, si vous avez de bons yeux, ou éventuellement si vous avez une paire de jumelles, il y aura Mercure. Les deux planètes entreront dans le champ d'un oculaire si vous avez un grossissement de 30 fois, hein, à partir du moment où vous êtes sur une lunette ou un télescope, là. Et à ce grossissement, eh bien, le spectacle sera saisissant en ce qui concerne Vénus, puisque celle-ci ressemblera à un croissant ultra fin. En effet, sa phase est de 5%. 5% de sa surface seulement est illuminée, et pourtant, eh bien, elle explose dans le ciel, c'est absolument magique. Alors n'hésitez pas à pousser le grossissement, Vénus supporte très bien ce genre de choses. Bon, vous ne verrez pas plus de détails, hormis un croissant tout blanc et très brillant. Vénus, là, à ce stade, elle va paraître au télescope, à partir du moment où vous grossissez un peu, elle va paraître même peut-être plus grosse que la Lune à l'œil nu. Donc c'est absolument, c'est l'une des planètes les plus grandioses à observer au télescope. Alors Mercure, par contre, elle sera un peu moins évidente et elle dépendra beaucoup de la turbulence atmosphérique. En plus, elle a une phase bien gibbeuse et elle est 9 fois plus petite que Vénus, donc même au télescope, ça va être un peu moins évident de pouvoir observer son disque. Mais c'est à tenter quand même. Peut-on avoir quelques pistes sinon pour faire de la photo? Oui, alors bon, en ce qui concerne la photo, il faut attendre évidemment que la lumière baisse un peu pour voir les deux planètes distinctement à l'œil nu. Donc là, je parle évidemment du moment où vous shootez avec un simple appareil photo sur trépied, même peut-être avec éventuellement un portable, hein, ça peut se faire. En mode photo, évidemment, en mode caméra, c'est beaucoup moins intéressant. Et il faut donc pas trop attendre quand même pour pas qu'elle soit couchée, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'observation, c'est pareil. Alors si maintenant vous photographiez au télescope, que ce soit donc avec, en principe avec un réflexe numérique donc au foyer d'un télescope, donc là la focale du télescope vaudra mieux qu'elle soit égale ou inférieure à 1000 mm pour que les deux planètes entrent dans le même champ. Après, n'hésitez pas à rajouter des barlots si vous voulez voir chaque planète séparément, mais avec plus de détails, en ce qui concerne Vénus plus particulièrement. D'accord, merci pour ces pistes. En tout cas, le 30, nous avons le rapprochement entre Mercure et M35. Alors, quand et où cela va se passer? Toujours horizon ouest-nord-ouest, très bas sur l'horizon. Donc, au niveau de l'écart entre les deux objets, donc entre Mercure et M35, eh bien, il y a 1,2 degré. Donc c'est un écart qui est relativement faible à l'œil nu, un peu plus important quand on observe aux instruments. Donc là encore, si je devais donner quelques horaires pistes pour on va dire, commencer à observer donc, les deux astres, eh bien, si on se situe sur Paris, on peut déjà commencer à tenter l'observation à partir de 22h15, c'est le moment idéal, j'ai envie de dire. Patienter maximum un peu plus donc, dans l'ouest de la France, 30 minutes maximum hein, de plus dans l'ouest de la France. Par contre, avancer de 30 minutes maximum dans l'est. Hein. Et si vous êtes dans le sud-est, donc 45 minutes et 15 minutes si vous êtes dans le sud-ouest. Parce qu'il y a un petit décalage à chaque fois, évidemment. C'est dû à la longitude. Mercure commence à être perceptible à l'œil nu et elle sera visible donc jusqu'à son coucher 1h30 plus tard. Donc ça c'est pour ceux qui ont un horizon ouest-nord-ouest maritime et sans nuages, donc avec un horizon ultra dégagé et des conditions quasi parfaites d'observation. M35 sera un challenge nettement plus grand puisque cet amas ouvert des Gémeaux sera sous Mercure, mais nécessitera un ciel presque noir pour la voir au télescope. Or, le ciel noir, il arrive seulement quand les deux objets commencent à se coucher. Donc, c'est un peu
l'aléa de cette observation. Il devient noir que vers 22h45, donc c'est le moment du coucher à peu près des deux objets. D'accord. Et pour finir, le 31, c'est la comète C2019-Y4 Atlas qui passe au périhélie de son orbite. Alors, voilà, peux-tu nous dire un peu plus, Mathieu, sur... Oui, donc c'est une comète dont on a parlé dans l'émission précédente. Donc je vais juste rappeler, pour ceux qui veulent l'observer, comment faire. Donc fin mai, donc elle va passer près de l'amas des Pléiades. Entre fin juin et mi-juillet, donc elle va traverser la constellation d'Orion. Début mai, donc elle est plus délicate à chercher car elle va naviguer entre la Girafe et Persée, donc qui est une zone dépourvue de repères faciles à identifier. Et puis de fin avril à début mai, quand même, elle sera toutefois à environ un tiers d'une ligne imaginaire, donc partant de Capella en direction de l'étoile polaire. Voilà, donc une indication pour la chercher, parce que là, elle sera un peu dans une zone désertique. Sinon, vous voulez avoir des détails, il y a un site internet, The Skylab, qui est en anglais, mais bon, vous pouvez obtenir une traduction en français relativement approximative. Donc, qui va donner des informations en temps réel. Là, vous avez une carte en temps réel de la position de la comète dans le ciel. Vous avez également des indications sur sa magnitude prévisionnelle et sa magnitude observée telle qu'elle par les observateurs. Et puis, vous avez beaucoup d'autres informations. Voilà, il faut aller voir. Vous verrez donc The Skylab, c'est le site internet. D'accord. Donc ensuite, pour ceux qui veulent chercher la comète, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas tous une monture qui est motorisée. Donc comment on fait quand on a une monture qui n'est pas motorisée ou même quand on a une monture alors, qui est motorisée mais dont la comète n'est pas répertoriée dans la commande, et là c'est le cas d'Atlas puisque c'est une comète récemment découverte, eh bien il faut commencer par pointer un autre objet que l'on sait être proche. Ça peut être une étoile, une galaxie, une nébuleuse. Et on va chercher dans les environs de celui-ci à la raquette de commande. Voilà, si on est motorisé. Si on n'est pas motorisé, bah, on cherche manuellement. Voilà, c'est faisable de le faire. Sachant qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, Atlas, c'est une comète qui était prometteuse à la base, mais plus prometteuse que la comète Pan-STARRS. Mais il y a des chances pour que Pan-STARRS finisse quand même par voler la vedette à Atlas au mois de mai, on verra. Parce qu'après, il faut attendre que la comète se rapproche du Soleil quand même. Et puis, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici sa désintégration complète. Juste une dernière chose dont je voulais parler aussi, c'est que, à part les comètes Atlas et Pan-STARRS, on a une troisième comète qui vient tout juste de faire son apparition. Elle a été repérée donc, le 25 mars 2020 par la sonde solaire SOHO, mais elle a été découverte que le 11 avril lors de la collecte des données. Alors, elle est actuellement, au moment où je vous parle, là, donc à 160 millions de kilomètres de la Terre, donc on est le 20 avril 2020, et elle doit passer au plus près de nous à 85 millions de kilomètres, ça sera le 13 mai. De magnitude de plus 7,5, elle est déjà perceptible avec une bonne paire de jumelles, mais se trouvant dans la constellation du Sculpteur, près de l'étoile Fomalhaut, qui est visible en milieu de nuit très bas sur l'horizon sud en fin d'été, dans l'hémisphère nord, eh bien, elle n'est pas observable en tout cas en ce moment. Donc pour l'instant, seuls les astronomes de l'hémisphère sud sont privilégiés pour ce genre d'observation. Pas pour longtemps toutefois, car au début de juin, eh bien, elle frôlera l'étoile nordiste Capella, et annoncée de troisième magnitude, on aura alors la possibilité de l'apercevoir à l'œil nu en début de nuit. Les possesseurs de jumelles seront plus à l'aise pour en profiter. Un nouvel espoir après Atlas, car, comme cette dernière, elle a démarré sur les chapeaux de roue. Maintenant, est-ce que cela la condamnera à la même fin? La suite nous le dira, parce que comme je le disais tout à l'heure, si la trajectoire d'une comète est prévisible avec exactitude sur un très long terme, eh bien l'évolution de son activité, elle, est beaucoup plus aléatoire. Alors justement, comment faire de la photo quand on n'a pas énormément de matériel? Si vous utilisez un appareil photo sur trépied, en ce qui concerne Atlas, ça va être très compliqué parce qu'elle est magnitude 8. Et en général, pour ce genre de photographie cométaire, quand on a des moyens très simples,
de le faire. Il vaut mieux attendre que la comète descende, enfin remonte plutôt au-dessus de la magnitude +6, donc qu'elle soit un peu plus brillante. Là, ça va pas être le cas d'Atlas, ça va pas être le cas de Pan-STARRS, ça va pas être... Enfin, on ne sait pas, mais ça peut peut-être être le cas de Swan, c'est à vérifier. Mais, voilà. Donc, au télescope, là, c'est beaucoup plus évident. Si vous avez un petit télescope 150, 200 mm, même une lunette astronomique, vous mettez votre appareil photoréflexe au foyer, et là, vous faites des temps de pause de 15-20 secondes avec 1600, 3200 ISO. Et là, vous aurez déjà Atlas ou Pan-STARRS qui commence à apparaître, même si c'est faible, et même s'il faut du traitement photo derrière pour qu'elle soit plus jolie. Bon, ça sera déjà un début. Voilà, tenter d'avoir de belles images en tout cas. Nous allons passer maintenant à l'activité du Soleil le mois dernier. Et donc, je laisse Mathieu en parler. Pas grand-chose. Le 30 mars, donc, il y a une petite tache qui est accompagnée d'une autre minuscule, le tout baignant dans une facule assez brillante qui va apparaître sur le bord nord-est du disque solaire. Alors, cette formation appartient a priori au cycle solaire 25. Le 5 avril, AR 2759 s'évapore. Elle donnera juste avant une brève et faible explosion, à peine l'équivalent de 100 millions de bombes d'Hiroshima, ce qui n'est qu'une étincelle de briquet à l'échelle du Soleil. Aucune panne radio, ni perturbation GPS, ni panne de satellite n'est à signaler. Et du reste, à partir du 5 avril jusqu'au 19 avril, on n'a plus rien à signaler. D'accord, merci pour ces informations sur le Soleil. Maintenant, on va passer aux éphémérides, donc à la visibilité des corps du système solaire. Alors tout d'abord, pour ce qui est de la Lune, le 6 à 5h03, elle sera au périgée. Le 7 à 11h à midi 44, ce sera la pleine Lune. Le 14 à 16h02, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera observable. Le 18 à 9h45, la Lune est à l'apogée. Le 22 à 19h39, c'est la nouvelle Lune. Et enfin, le 30 à 5h29, c'est le premier quartier de la Lune que l'on pourra observer. On va passer maintenant aux planètes et autres corps du système solaire. Alors, Mercure, comme on l'a dit tout à l'heure, elle sera inobservable au début du mois, mais on pourra tenter de la voir à la fin du mois, elle sera visible au crépuscule. Vénus sera visible en tout début de soirée au début du mois, puis deviendra malheureusement inobservable à la fin du mois. Mars sera observable en seconde partie de nuit tout le mois. La planète naine Cérès sera observable donc en fin de nuit. L'astéroïde Pallas sera observable une grande partie de la nuit. L'astéroïde Junon sera observable toute la nuit au début du mois, puis une grande partie de la nuit à la fin du mois. Et le dernier astéroïde, donc Vesta, sera observable en début de nuit au début du mois, puis observable seulement au tout début de soirée à la fin du mois. Jupiter sera observable en seconde partie de nuit ce mois-ci. Saturne sera au début du mois observable en fin de nuit, puis en seconde partie de nuit à la fin du mois. Uranus sera observable en première partie de mois, puis observable en toute fin de nuit à la fin du mois. Neptune pourra être observé en fin de nuit. Et enfin, Pluton pourra être observé aux instruments en seconde partie de nuit. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de cette émission. Et donc là, je vais vous demander de présenter les photos que vous avez pu prendre. Alors, on va commencer avec Pascal. Je vais te demander de présenter la photo que tu as pu prendre ce mois, au mois d'avril. Voilà, bien. Alors, je vais vous la laisser bien l'observer, là. Donc, normalement, Mathieu vient de la mettre. Donc, vous la voyez. Alors, bien sûr, vous avez reconnu tout de suite la constellation du Coq, n'est-ce pas? Juste au-dessus du toit, là.
Non, non, je plaisante, hein. Non, non, c'est pas du tout la constellation du Coq, hein. En fait, vous avez reconnu, bien sûr, Vénus qui sortait juste de l'amas des Pléiades. En fait, je l'ai prise le 4 avril. Alors, juste la veille, le 3, elle était en plein centre. Moi, j'ai préféré la prendre juste en sortant. Alors, je l'ai fait comment? Eh bien, tout simplement avec cet appareil-là, avec un Nikon D3100. Je l'ai fait bien fait sur un trépied avec un déclencheur souple. Alors, comment? Bien, en mode manuel, bien évidemment, avec une focale de 3,5. La sensibilité que j'ai sélectionnée, c'était 1600 ISO, avec un temps de pause de 20 secondes. Et je l'ai prise, en fait, avec une longueur de 18 mm. Donc, alors, juste quand même pour revenir à cette fameuse constellation du Coq dont je parlais juste avant, bien, j'ai fait des recherches et vous savez qu'elle a vraiment existé, en fait. Elle avait été découverte au début du XVIIe siècle. C'était une constellation, elle avait été créée par Petrus Plancius et a été située au nord de la constellation de la Poupe. Mais en fait, voilà, elle ne fut pas reprise dans les cartes de Johann Ellerbode et tomba en fait dans les oubliettes. Donc, vous voyez, hein, vous vous souviendrez quand même de ma photo avec la constellation ou l'ex-constellation du Coq. C'est ça, Pascal, tu nous as appris des choses là, très intéressant. Et puis une belle photo avec Vénus et puis les 7 sœurs. Donc Mathieu, on va passer à ta photo, donc tu peux la présenter? C'est quasiment la même en fait, hein. En tout cas c'est le même événement. Donc il s'agit de Vénus avec les Pléiades, hein, M45. Donc là c'est une photo qui date du 3 avril, donc au moment du rapprochement le plus serré entre Vénus et les 7 sœurs, hein, la sœur de la Terre avec les 7 sœurs du ciel. Donc c'est une photo que j'ai prise au télescope. Hein, donc là, c'est pas uniquement avec un appareil photo sur trépied. Donc au télescope de 200 mm d'ouverture, un appareil photo de type Canon EOS, donc un réflexe. Et puis, donc pour les paramètres, hein, si je peux donner quelques détails supplémentaires, donc il s'agit en fait d'un empilement, d'une image empilée de 10 images, avec un temps de pause de 15 secondes chacune et une sensibilité de 400 ISO, tout simplement, que j'ai retraité par derrière avec les logiciels donc DSS, Deep Sky Stacker pour l'empilement, et puis The GIMP pour le traitement. Voilà, du beau travail en tout cas. Elle est magnifique. Oui. Merci à tous les deux de nous avoir donc détaillé tous ces événements. Nous avons ainsi un bon programme pour ce mois de mai entre les essaims météoritiques qui vont peut-être être spectaculaires en tout cas, et les comètes aussi Pan-STARRS et Atlas, même si leur activité, on ne sait pas trop encore voilà ce qui va en advenir, mais on peut toujours suivre ces deux comètes dans le ciel. En tout cas, pour le mois de juin, nous parlerons déjà de l'occultation de Vénus par la Lune, mais aussi d'une comète qui est une vétérante, puisque cela fait longtemps qu'on la connaît et puis elle est censée être plus fiable, plus fiable que celle dont on vient de parler. En tout cas, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes et rendez-vous le mois prochain.